Lorsque la nouvelle est tombée, un matin d'hiver, le monde du rock français s'est figé dans une stupeur presque irréelle. Bebert, figure iconique des Four Bands, symbole vivant d'une génération entière bercée par le rock'n'roll façon années 80, venait de s'éteindre. Les hommages ont afflué, les souvenirs ont ressurgi, les médias ont rappelé son rire, son énergie, son allure de gamin éternel. Mais derrière l'écran des projecteurs, derrière les clips vintage et les tournées qui avaient forgé sa légende, se trouvait une femme. Une femme que la France connaissait à peine, mais qui avait porté sur ses épaules le poids des jours sombres, des inquiétudes, des dernières heures. Une femme qui, à seulement 39 ans, devenait veuve. Une femme dont le silence, longtemps respecté, venait enfin de se briser. Cette femme, c'est Céline. Pendant des années, elle a choisi l'ombre plutôt que la lumière, la discrétion plutôt que la mise en avant. Les compagnons d'artistes célèbres apprennent vite que leur vie privée peut être balayée par la moindre rumeur. Céline, elle, avait préféré construire un cercle intime, solide autour de Bébert et de leurs enfants. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle a accepté de raconter. Non pas pour se mettre au centre d'un drame, mais pour rétablir une vérité que beaucoup avaient mal comprise ou trop facilement simplifiée. Raconte donc ce moment de rupture, cet instant où une femme décide qu'il est temps de parler. Pour elle, pour lui, pour leur histoire. Les fans des Four Bands ont toujours associé Bébert à une énergie débordante. Sur scène, il bondissait, lançait son fameux « à la queue le » avec une vivacité contagieuse. Pourtant, comme le raconte Céline, les premiers signes de fragilité n'étaient pas visibles. Il rentrait parfois fatigué, mais il mettait ça sur le compte de l'âge, de la tournée, du rythme qui ne lui convenait plus autant qu'avant, confie-t-elle. Ce n'est qu'avec le recul qu'elle se rend compte que ces petits signes étaient en réalité les premiers avertissements d'une machine corporelle qui commençait à se dérégler. Dans leur foyer, la routine continuait. Les enfants grandissaient, Bébert composait encore, travaillait sur des projets personnels. À l'extérieur, personne ne se doutait de rien. Bébert avait une force incroyable pour cacher ce qui le blessait ou l'inquiétait, poursuit Céline. Il ne voulait pas qu'on s'inquiète pour lui. C'était dans sa nature, un comportement fréquent chez les artistes. Ils savent mieux que quiconque jouer un personnage, même face aux proches. Puis il y eut cette nuit. Une nuit où Céline la sentit vaciller. Une nuit qui allait changer leur destin. La nuit qui a tout basculé, Céline s'en souvient comme si c'était hier. Ils avaient dîné tôt sans rien d'inhabituel. La télévision diffusait un vieux film américain, un de ceux que Bébert aimait regarder le soir pour se vider la tête. Mais cette fois, il n'avait pas ri au dialogue qu'il connaissait pourtant par cœur. Il semblait ailleurs, presque absent. Je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a répondu que oui, comme toujours, raconte-t-elle. Puis, soudainement, il s'est levé, a vacillé, et s'est agrippé au dossier d'une chaise, son visage était livide. Là j'ai eu peur, une vraie peur viscérale. Elle l'a conduit à l'hôpital pensant qu'il s'agissait d'un malaise passager. Mais les médecins, eux, ont compris très vite que quelque chose de grave se jouait. Les examens ont révélé un état alarmant. Un mal dont Céline préfère encore taire les détails par respect pour son mari. Ce n'était pas soudain, c'était installé, sournois, silencieux. Bébert avait caché la vérité, par amour, par orgueil, par instinct. Mais ce silence allait leur coûter cher. À partir de ce moment-là commence ce que Céline appelle leur guerre privée. Un combat mené dans le secret le plus absolu, loin des caméras, loin des réseaux sociaux, loin même de certains proches. On a décidé de ne rien dire. Bébert ne voulait pas que sa maladie devienne un spectacle. Ce qu'il détestait le plus au monde, c'était l'idée d'être plein. Les jours se suivaient, rythmés par les rendez-vous médicaux, les traitements, les périodes d'espoir et les phases de découragement. Pourtant, même affaibli, Bébert continuait d'essayer. Parfois, il prenait sa guitare. Il jouait quelques accords avant que la fatigue ne l'oblige à s'arrêter. La musique était son oxygène, confie Céline. Même malade, même affaibli, il allait chercher l'énergie au fond de lui pour rester debout. Elle, de son côté, a tout porté. Les soins, la maison, les enfants, les angoisses. Elle a dû apprendre à se taire, à rassurer alors qu'elle-même tremblait, à sourire alors que la nuit, elle pleurait en silence. Je ne voulais pas qu'il voie ma peur, je devais être forte, pour lui, pour nous, mais aucune force humaine n'est infinie. Céline raconte que tout s'est accéléré dans les dernières semaines. Les médecins parlèrent de complications, de traitements qui ne réagissaient plus. Bébert, lui, continuait de faire semblant. Il ne voulait pas mourir, dit-elle d'une voix presque brisée. Il voulait voir nos enfants grandir. Il voulait vivre. La maison s'était transformée en chambre de soins improvisée. Les visites s'étaient rares, presque interdites. Il ne voulait pas que quelqu'un le voie diminuer. Les enfants comprenaient sans réellement vouloir comprendre. Céline tente alors de trouver les mots. Comment expliquer à des enfants que leur père, héros de scène, idole de milliers de personnes, s'éteint sous leurs yeux? La vérité, c'est qu'on ne peut pas. Lorsque Bébert a rendu son dernier souffle, Céline était à ses côtés. Elle lui tenait la main. Il avait ce sourire, ce petit sourire en coin qu'il avait toujours quand il voulait me dire que tout irait bien. Mais cette fois, je savais que ce n'était pas vrai.
La France a perdu un artiste. Elle a perdu son monde. Les premières heures après la disparition sont un trou noir dans sa mémoire. Elle se souvient de visages, de voix, de condoléances mécaniques, mais tout semblait flotter autour d'elle. J'avais l'impression que mon corps fonctionnait, mais que mon âme était restée accrochée à lui. Comme souvent lorsqu'une figure publique disparaît, les spéculations se multiplient. Certains affirmaient connaître la cause exacte, d'autres inventaient des scénarios, certains allaient même jusqu'à remettre en question la gestion de sa maladie ou le rôle de sa femme. On m'a jugé sans me connaître. On m'a attribué des intentions que je n'ai jamais eues. Céline encaisse, se renferme, reste silencieuse. Mais le silence a un prix. À force d'être déformée, l'histoire de Bébert risquait de devenir un mythe erroné. Et c'est précisément cela qui a poussé Céline à parler aujourd'hui. Pourquoi rompre le silence maintenant ? Céline explique qu'elle a longtemps hésité, par respect, par pudeur, par instinct de protection. Mais les fausses informations, les récits tronqués et les commentaires malveillants ont fini par devenir trop lourds à porter. Je ne veux plus laisser les autres écrire mon histoire ou celle de Bébert à ma place. Elle veut raconter l'homme derrière le chanteur, elle veut raconter la maladie sans voyeurisme, mais avec vérité. Elle veut rendre hommage à la force de celui qu'elle a aimé, mais aussi à sa fragilité. Elle veut dire la vérité. Bébert n'est pas mort seul, ni abandonné, ni dans l'oubli, il est mort entouré, aimé, protégé. Et c'est cette vérité, profonde, humaine, bouleversante, qu'elle a décidé de livrer au monde. Marque le début d'un témoignage long et douloureux. Dans les prochains chapitres, Céline reviendra sur leur rencontre, sur le couple qu'ils ont construit, sur les sacrifices, les épreuves, mais aussi sur la manière dont elle tente, aujourd'hui encore, de se reconstruire. À 39 ans, être veuve semble inconcevable. Pourtant, c'est la réalité brutale qu'elle doit désormais affronter. Je ne veux pas que sa mort soit réduite à un article ou une rumeur. Je veux qu'on se souvienne de lui comme de l'homme qu'il a été, et pour ça, je dois parler. Les silences et la douleur, il est impossible de comprendre la profondeur du témoignage de Céline sans remonter aux origines, à la rencontre, à l'amour, à cette vie de couple parfois ordinaire, parfois tourmentée, mais toujours authentique. Avant de devenir la veuve de Bébert à 39 ans, elle avait été sa confidente, sa force tranquille, son équilibre. Elle avait partagé ses scènes, ses tournées, ses nuits d'insomnie, ses doutes d'artiste et ses éclats de rire. Elle avait connu le vrai Bébert, celui que les projecteurs n'avaient jamais entièrement révélé. Céline n'était pas une fan des four bands lorsqu'elle a rencontré Bébert. Elle connaissait bien sûr leurs succès, leurs tubes emblématiques, leurs rythmes entraînants qui avaient marqué toute une époque. Mais elle n'aurait jamais imaginé que l'un de ces rockers au sourire contagieux deviendrait un jour l'homme de sa vie. Leur rencontre n'a rien d'un conte de fées glamour. Elle se déroule lors d'un événement associatif où Bébert était invité pour soutenir une cause caritative. « Je ne voulais même pas y aller », confie Céline en souriant tristement. J'avais eu une longue journée de travail. Je n'étais pas maquillée, je portais un pull trop large. Je me disais que personne ne me remarquerait. Et puis, il est apparu. Bébert l'avait remarqué instantanément. Pas parce qu'elle cherchait l'attention, ou bien au contraire. Il m'a dit plus tard qu'il aimait ma façon d'essayer de me faire oublier, raconte-t-elle. Il disait que dans une pièce, les personnes qui se cachent sont souvent celles qui ont le plus à révéler. Leur première conversation dure à peine 10 minutes, mais elle suffit à créer une complicité étrange et immédiate. Bébert, fidèle à lui-même, blague, rit, parle trop vite, trop fort. Céline, elle, parle doucement. Écoute, répond avec prudence. Deux univers qui ne devraient pas se croiser, et pourtant, quelque chose s'aligne ce soir-là. Les jours suivants, Céline reçoit un message de lui, puis un autre, puis un appel. « J'étais surprise. Je me demandais pourquoi un homme aussi connu s'intéressait à moi, » avoue-t-elle. Mais Bébert n'était pas en train de jouer un rôle. Derrière son exubérance publique, il y avait un homme qui cherchait simplement une présence stable, sincère, discrète, exactement ce qu'elle incarnait. Leur premier dîner ensemble est à l'image de leur relation future, simple, spontanée et totalement dénuée d'artifice. Pas de restaurant luxueux, pas de paparazzi, pas de mise en scène. Il avait préparé des pâtes, raté la cuisson, renversé du vin sur la table. J'ai ri tellement fort qu'il m'a regardé comme si j'étais la première personne à trouver ça adorable. Ce soir-là, Céline comprend que Bébert n'est pas simplement Bébert des Forbans. Il était Michel, un homme qui doute, qui rêve, qui a peur de vieillir, qui a envie d'aimer autrement que sous les néons d'une scène. Bien sûr, aimer un artiste n'a jamais été simple. Les fans, les médias, les déplacements constants, les interruptions soudaines, tout cela fait partie du quotidien. Céline apprend vite. « Je savais que je devrais partager l'homme que j'aimais avec le public, dit-elle. Je savais qu'il appartenait un peu à tout le monde. » Bébert faisait tout pour la protéger, mais l'exposition médiatique a ses propres lois. Les premières photos d'eux publiées dans un magazine provoquent une vague de commentaires. Certains bienveillants, d'autres moins. On m'a traité de profiteuse, de femme intéressée, de nobody qui voulait se hisser grâce à lui. Se souvient-elle avec amertume. Bébert en souffrait plus qu'il ne le montrait. Il lui répétait
Laisse-les parler. Ceux qui comptent bien savent qui tu es. Céline a appris à ignorer, mais les blessures invisibles, elles, restaient. Être la compagne d'un homme public signifiait parfois encaisser à sa place. Lorsqu'ils ont décidé d'emménager ensemble, Bébert a insisté sur une règle, c'est notre sanctuaire. Et il s'y est tenu. Pas de journalistes dans le jardin, pas d'interviews filmées dans le salon, pas de photos avec les enfants. Leur maison était sacrée. De son côté, Céline veillait à ce que la vie de famille reste normale. Petit déjeuner pris sur le pouce, devoirs du soir, anniversaire surprise, disputes, réconciliation, un quotidien comme celui de n'importe quel autre couple. Bébert n'est pas seulement un chanteur, c'est aussi un père formidable. Il a une énergie joyeuse qui transforme tout en jeu, raconte Céline. Les enfants l'adoraient, suivant ses pitreries et riant aux éclats lorsqu'il improvisait des chansons rigolotes rien que pour eux. Mais derrière cette joie se cachait parfois une lassitude que Céline commençait à percevoir sans encore en comprendre les présages. Au fil des années, Bébert ressentait de plus en plus la pression de son métier. Les tournées qu'il avait tant enchantées lui pesaient désormais lourdement. Les répétitions devenaient plus difficiles. Les voyages l'épuisaient. Il se donnait à fond sur scène, mais en coulisses, je voyais bien que son corps implorait le repos, raconte Céline. Il lui fallait plus de temps pour reprendre son souffle après chaque concert. Parfois, ses mains tremblaient lorsqu'il enlevait son costume de scène. Il appelait cela de la nervosité. Mais Céline sentait qu'il y avait autre chose. Une faiblesse dont il ne voulait pas parler. Inquiète, elle l'encouragea à consulter un médecin, mais il rejeta gentiment l'idée. Il voulait être fort, pour moi, pour les enfants, pour son public. C'est là que commença le combat silencieux. Un combat qu'il n'avouerait à personne jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Juste avant l'apparition des premiers signes sérieux, Bébert parlait souvent de l'avenir. Céline se souvient d'une soirée, ils étaient assis sur la terrasse, les enfants dormaient, la nuit était calme. Il m'a dit qu'il voulait ralentir. Il rêvait d'acheter une petite maison au bord de la mer. Il voulait composer pour d'autres artistes. Il voulait m'emmener en voyage tous les deux, quelque chose que nous n'avions jamais fait. Il parlait de ses projets imaginaires avec une tendresse indicible. Il rêvait de retraite. Il rêvait de vieillir à ses côtés. Tout cela résonne aujourd'hui d'une ironie cruelle. L'annonce de la maladie, le choc intérieur. Lorsque les médecins ont finalement prononcé le diagnostic que Bébert avait tant voulu éviter, Céline se souvient d'un silence glacial, un silence plus lourd que n'importe quel cri. Il me regardait comme un enfant qui savait qu'il allait la décevoir. Bébert n'avait pas peur de mourir, il avait peur de la blesser, elle, eux et leur famille. Il lui a dit « Je suis désolé, je ne voulais pas te laisser comme ça ». Ces mots restèrent une blessure indélébile dans le cœur de Céline, car elle n'avait jamais voulu être protégée. Elle voulait simplement être avec lui jusqu'à la fin. Les mois suivants ne ressemblent plus à rien de ce qu'ils avaient connu. Le temps était haché en rendez-vous médicaux. Les espoirs étaient suspendus à des résultats d'examen. Les nuits étaient pleines de peur, mais aussi de confessions intimes qu'ils n'avaient jamais osé se dire avant. Céline raconte que paradoxalement, c'est dans ces mois de douleur que leur amour a atteint un sommet inattendu. Il me disait des choses qu'il n'avait jamais osé avouer, ses regrets, ses fiertés, ses rêves inachevés. Il lui répétait qu'il l'aimait, parfois plusieurs fois par jour, comme s'il voulait inscrire ces mots dans sa mémoire à jamais. Leurs mains se serraient plus souvent, leurs regards se parlaient plus qu'avant. La fragilité avait ouvert un espace que la vie quotidienne avait longtemps étouffé. Face à la maladie, Céline s'est retrouvée seule dans un rôle impossible, celui de gardienne. Gardienne du secret, gardienne de l'espoir, gardienne de l'homme qu'elle aimait. Elle faisait barrage aux curieux, elle filtrait les messages, elle évitait les visites, elle écartait les questions. Tout le monde voulait savoir, mais personne n'était prêt à entendre la vérité, dit-elle. Le silence était une forme de protection, mais aussi une prison. Céline étouffait. Quelques jours avant la fin, alors qu'il était très affaibli, Bébert a eu un moment de lucidité bouleversant. Il a pris la main de Céline et lui a murmuré « Tu dois vivre après moi, tu dois rire, tu dois aimer encore, promets-moi que tu n'arrêteras pas ta vie pour la mienne. » Céline n'a pas promis, elle n'a pas pu. Elle savait que tenir une telle promesse serait impossible. Mais aujourd'hui, en racontant leur histoire, elle dit « Peut-être que c'est ma façon de commencer à tenir sa promesse. » Si Céline parle aujourd'hui, c'est pour corriger les rumeurs, mais aussi pour transmettre. Transmettre ce qu'a été leur couple. Transmettre la vérité d'un homme qui a tant donné sans jamais demander. Transmettre la profondeur d'un amour qui ne s'est jamais éteint. Raconter, c'est continuer à le faire vivre, dit-elle. Et dans chaque mot qu'elle prononce, on entend autant la douleur que la force. Lors des obsèques de Bébert, la France entière sembla retenir son souffle. Les fans étaient de présents, émus, certains en larmes, serrant contre eux de vieux vinyles ou des photos jaunies du chanteur. Les médias couvraient l'événement avec une intensité presque suffocante. Les hommages et les condoléances affluaient. Mais au milieu de ce flot humain,
Dans un silence qu'elle s'efforçait de préserver, Céline restait là, immobile, le regard perdu entre passé et avenir, sans savoir ce qu'elle allait devoir affronter. Elle n'avait que 39 ans et son monde s'était effondré. Ce chapitre raconte l'histoire de ce qui s'en est suivi. L'après-mort, l'après-hommage, l'après-choc, l'après-devoir se relever sans la personne aimée, l'après-devoir tout reconstruire ou tout réapprendre. Il révèle aussi la raison profonde qui a poussé Céline à prendre la parole, la vérité que personne n'osait demander. Le silence a été la première chose qui m'a mise mal à l'aise, confia Céline. Dans la maison, chaque pièce semblait dépourvue d'une présence invisible. Plus de rire dans le salon, plus de bourdonnement de guitare spontané, plus de voix chuchotant depuis la salle de bain. Même son désordre me manque, admit-elle avec un sourire triste. Pendant les premiers jours, elle ne fit que passer d'une pièce à l'autre, comme si elle cherchait encore Bébert. Le moindre signe, le moindre souffle, la moindre trace. Le lit était trop grand, la table trop vide, la vie était trop lourde. Elle dormait peu, elle mangeait mal. Elle pleurait en silence pour ne pas réveiller ses enfants. Mais surtout, elle ressentait une culpabilité déchirante. La culpabilité d'être en vie, réaction du public, entre compassion et violence. Si beaucoup ont exprimé une compassion sincère, d'autres n'ont pas hésité à porter des jugements blessants. Certains ont insinué qu'elle avait dissimulé sa maladie pour soigner son image publique. D'autres ont suggéré qu'elle n'avait pas fait assez pour sauver son fils. Des théories absurdes ont émergé. Que son fils avait été abandonné, entouré de mauvaises personnes, ou que le couple avait traversé des crises inventées de toutes pièces. J'ai été insultée en ligne par des gens qui ne savaient rien. Rien de nous, rien de mon fils. Au début, elle a essayé de ne pas lire. Puis elle a essayé de répondre. Puis elle a compris que répondre était inutile. On ne peut pas lutter contre une rumeur. Elle se nourrit d'elle-même. C'est alors que sa décision a commencé à se dessiner. Elle devait dire la vérité, ne serait-ce que pour protéger la mémoire de Bébert. Protéger les enfants? Un combat quotidien? Les enfants étaient eux aussi confrontés à un chagrin immense. Leur père n'était pas seulement un musicien célèbre, c'était aussi un père doux, drôle, imprévisible et rayonnant. L'annonce de son décès fut un choc dont la brutalité était parfois sous-estimée par les adultes. Les enfants demandaient « Où est papa? Pourquoi papa n'est-il pas à la maison? Vous voyez ce qu'on fait ?» Céline essayait de leur répondre du mieux qu'elle pouvait, simplement en respectant leur âge. Mais le plus difficile était ailleurs. Les protéger des réseaux sociaux, des camarades qui répètent ce qu'ils entendent à la maison, des adultes insensibles. Un jour, un de mes enfants est rentré et m'a dit que quelqu'un à l'école avait dit que son père était mort parce que je ne l'avais pas emmené plus tôt à l'hôpital. Céline s'est effondrée. J'ai compris que je ne pouvais pas me taire éternellement. La vérité, toute la vérité, était à la fois simple et complexe. Bébert était malade depuis longtemps. Pas des mois, pas des semaines, des années. Une maladie silencieuse et insidieuse qu'il avait d'abord refusé d'affronter sérieusement, préférant minimiser, repousser, ignorer. Il ne voulait inquiéter personne. Il ne voulait pas ternir l'image dynamique qu'il projetait. Il ne voulait pas révéler sa faiblesse. Céline l'avait supplié de faire d'autres examens. Il avait refusé. Peut-être par orgueil, mais surtout par peur. Lorsqu'il accepta enfin de consulter un médecin, il était trop tard pour espérer une guérison. Les médecins parlèrent d'une maladie qui pouvait être stabilisée mais pas guérie. Alors Bébert prit une décision. Il voulait vivre ses derniers mois loin des caméras, sans pression, loin du regard des médias. Céline respecta ce choix, parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle savait que la dignité était plus importante pour lui que tout le reste. Le poids du secret, protection ou trahison? Pendant longtemps, je me suis demandé si j'avais bien fait, confie Céline. Aurait-elle dû le dire à sa famille? Aurait-elle dû insister pour qu'il rende sa maladie publique? Aurait-elle dû le forcer à suivre une thérapie plus intensive? Elle s'en voulait de 1000 choses. Mais la vérité, c'est que personne ne peut forcer un être cher à accepter une aide qu'il refuse. J'ai fait ce que j'ai pu, avec l'amour et la loyauté que j'avais pour lui, dit-elle. Et ce qu'elle a fait, elle l'a fait profondément, sincèrement, totalement. Absence, un vide impossible à combler. Après les obsèques, la maison est devenue un champ de bataille émotionnel. Chaque objet lui rappelait Bébert. Un vieux chapeau, un carnet, un médiator laissé près d'un ampli. Elle avait essayé de ranger. Puis elle s'est épuisée. Elle a tenté de reprendre le travail. Puis, quelques jours plus tard, elle s'est effondrée. Elle a essayé de sourire à ses enfants. Puis, elle s'est retrouvée à pleurer dans la salle de bain, à genoux, incapable de respirer. Le deuil n'est pas un chemin linéaire. C'est un labyrinthe de contradictions. Aller mieux, puis rechuter, sourire, puis s'effondrer, avancer, puis reculer. Le regard des autres. Quand la société juge trop vite les veuves, Céline raconte l'un des aspects les plus difficiles de son deuil. Le jugement constant. Une femme qui sourit trop vite après la mort de son mari est insensible. Une femme qui pleure trop longtemps est hystérique. Une femme seule est suspecte.
Une femme qui reconstruit sa vie est égoïste. Quand on est veuve, dit-elle, on est toujours trop femme. Elle a tout entendu? Il faut aller de l'avant. Tu dois sortir, tu dois penser à tes enfants, tu dois faire ton deuil. Comme si le deuil était une simple formalité administrative. Comme s'il suffisait de cocher les étapes dans un ordre précis. Comme si l'on pouvait effacer 20 ans d'amour en 6 mois. Céline ne prétend pas aller bien en ce moment. Elle dit simplement « j'apprends ». Elle a repris le travail petit à petit. Elle a réaménagé sa maison pièce par pièce. Elle a commencé une thérapie, non pas pour oublier, mais pour apprendre à vivre avec l'absence. Elle a aussi accepté que reconstruire ne signifie pas trahir. Bébert m'a demandé de continuer à vivre. Maintenant, je dois comprendre ce que signifie vivre. Elle dit qu'il lui arrive encore de parler à voix haute dans la maison, comme si Bébert pouvait l'entendre. Elle lui confie ses doutes, ses journées, ses petites victoires. Elle ne savait pas si c'était de la folie ou du courage. Mais cela la réconfortait. Si Céline brise le silence, ce n'est ni pour attirer l'attention ni pour devenir une personnalité médiatique. Elle ne souhaite ni réaliser de documentaires, ni écrire un livre, ni passer à la télévision. Elle veut simplement que la vérité éclate. La vérité sur un homme qui a voulu protéger sa famille jusqu'au bout. La vérité sur un couple qui a traversé les épreuves sans jamais se trahir. La vérité sur une femme qui a aimé inconditionnellement, sans relâche et sans retenue. Je veux qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il était, dit-elle. Pas un héros, pas une légende. Un homme, un père, un mari, un artiste imparfait mais sincère, un homme au grand cœur, le message final, l'amour quoi qu'il arrive. À la fin de son récit, Céline livre un message profondément émouvant. On ne se remet jamais vraiment de la perte d'un être cher. On apprend seulement à vivre avec son absence. Et l'amour, lui, ne meurt jamais. Jamais. Dans sa voix, on entend encore les sanglots, mais aussi la force d'une femme qui a choisi de ne plus se taire. Elle ne cherche ni la pitié ni l'apitoiement sur elle-même. Elle cherche simplement la paix. La paix pour elle-même. La paix pour ses enfants. La paix pour Bébert. Et aujourd'hui, en révélant toute la vérité, elle a franchi ce premier pas. Quand Céline eut fini de raconter son histoire, un long silence s'abattit sur la pièce. Un silence non pas vide, mais chargé de sens, d'émotion et de la vérité enfin révélée. Elle partagea cette vérité non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient besoin de comprendre, pour tous ceux qui aimaient Bébert, pour tous ceux qui avaient inventé des histoires fausses, parfois cruelles et souvent injustes, sur sa disparition. Aujourd'hui, elle a parlé. Et en parlant, elle a rendu à son mari ce qui lui appartenait, sa dignité, son humanité, son histoire. Ce témoignage final n'est pas un adieu, c'est une transition. Un pont fragile entre la vie d'avant, emplie d'amour, de musique, de rires et de rêves inassouvis, et la vie d'après, encore instable, mais déterminée à aller de l'avant. Céline savait qu'elle ne pourrait jamais tourner la page complètement, car on ne peut pas simplement tourner la page sur un amour si profond, si vrai, si cultivé au fil des années, à travers les épreuves. Mais elle avait appris, douloureusement, que continuer à vivre n'était pas une trahison. Au contraire, c'était un honneur. Le poids de l'amour vécu, le courage de l'amour dans le souvenir. Le deuil avait appris à Céline que l'amour ne se mesure pas seulement aux moments passés ensemble, mais aussi à la façon dont on surmonte l'absence. Chaque souvenir était devenu un joyau précieux, parfois lourd, parfois éclatant, mais toujours essentiel. Elle disait souvent « Je n'ai pas perdu Bébert, j'ai pris sa place. Il n'est plus devant moi, il marche maintenant à mes côtés. » C'est cette image, simple mais puissante, qui guide chacun de ses pas aujourd'hui. Elle comprenait que l'amour transcende tout. Les rumeurs, les malentendus, la maladie, et même la mort. Et la seule façon d'honorer cet amour est de continuer à parler de lui, de préserver son souvenir, de transmettre à leurs enfants ce que leur père représentait. Une flamme brûle encore vivement dans le cœur de ceux qui sont encore vivants. Bébert n'appartient plus au monde des vivants, mais il appartient à jamais à ceux qui l'ont aimé, à la musique française qui l'a marqué de son empreinte, à ses fans qui dansent encore au rythme de ses chansons, à sa famille qui porte en elle son rire, sa créativité, son étincelle. Et surtout à Céline, qui continue d'avancer malgré le vide, malgré les longues et difficiles nuits, malgré l'injustice d'un destin qu'elle n'a pas choisi. Aujourd'hui, elle dit ne plus avoir peur de prendre la parole. Car chaque mot, chaque souvenir partagé, chaque nuance retrouvée est une victoire contre l'oubli, contre la déformation, contre l'indifférence. L'histoire de Céline n'est pas seulement celle d'une veuve de 39 ans. C'est l'histoire d'une femme tombée amoureuse d'une personnalité publique, mais qui a traversé une tragédie très personnelle. C'est l'histoire d'un couple qui a connu la célébrité, les projecteurs, le tumulte médiatique, mais qui a aussi partagé des doutes, des vulnérabilités et des silences. Son histoire nous rappelle des vérités essentielles. Derrière chaque célébrité se cache une âme fragile.
Derrière chaque sourire éclatant peut se dissimuler une douleur invisible. Derrière chaque disparition médiatique, il y a toujours une famille qui souffre réellement. L'amour est plus fort que l'adversité, mais il ne protège pas toujours du destin. Et, peut-être plus important encore, les histoires humaines méritent d'être racontées avec respect, honnêteté et discrétion. C'est précisément ce qu'a fait Céline. Un avenir incertain mais toujours possible. Céline ignore encore ce que l'avenir lui réserve. Elle ignore si elle pourra aimer à nouveau, si elle osera reconstruire sa vie amoureuse, si elle trouvera une paix durable. Elle ne cherche pas de réponse immédiate. Elle avance, un jour à la fois. Et c'est déjà beaucoup. Elle confie que son plus grand espoir est que ses enfants grandissent en sachant qu'ils ont été aimés par un père merveilleux. Qu'ils ne se souviennent pas des derniers du mois douloureux de sa vie, mais qu'ils vivent une vie douce et heureuse. Qu'ils sachent que leur mère a fait tout son possible. Et qu'un jour, ils comprendront que la vérité ne se raconte pas, mais qu'elle réside en nous. Ces derniers mots, un mot de gratitude, une promesse, un souffle d'espoir. À la fin de son témoignage, Céline a murmuré une phrase qui résumait toute sa démarche. « Je parle aujourd'hui pour qu'ils vivent éternellement demain, et c'est précisément cela. Tant que quelqu'un raconte son histoire, tant que quelqu'un se souvient, tant que quelqu'un aime, personne ne disparaît vraiment. » Bebert vit dans nos cœurs, dans la mémoire collective, dans la musique, mais surtout dans les paroles de celle qu'il a profondément aimée et qu'il aime encore. L'histoire s'arrête ici, mais l'amour perdure. Si vous avez lu ce récit, si vous avez ressenti l'émotion, si la force de Céline ou le souvenir de Bebert vous ont touché, alors merci, votre présence donne du sens à ce travail. Votre attention permet à ces histoires humaines, authentiques, sincères, fragiles, d'exister et d'être partagées. Pour soutenir ce type de contenu, pour ne manquer aucune publication, pour continuer à recevoir des reportages approfondis, des enquêtes sensibles et des témoignages comme celui-ci, je vous invite à vous abonner. C'est simple, rapide et gratuit et cela fait toute la différence. Aimez la vidéo, l'article. Cela contribue grandement à mettre en lumière le journalisme indépendant. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous avez ressenti, ce qui vous a touché et ce que vous aimeriez lire ensuite. Votre avis compte. Partagez. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de nous avoir écoutés, Céline. Merci de faire vivre la mémoire de Bebert un peu plus longtemps. Et n'oubliez jamais, les histoires vraies méritent d'être racontées et entendues.